Bonjour à tous. Faire émerger, gérer, maintenir, partager la connaissance est un art complexe. Faute de bien en comprendre les tenants et les aboutissants, les enjeux et les facteurs clés, bien des organisations s'y sont essayées puis ont abandonné, laissant les collaborateurs se débrouiller entre eux ou se contentant d'outils qui ne gèrent qu'une petite partie de la problématique. Du coup, ils n'en tirent qu'une maigre part des bénéfices. Alors, comment faire pour mettre en place un système de knowledge management qui soit pas une usine à gaz, qui soit suffisamment fiable, qui soit suffisamment à jour, qui soit suffisamment simple d'utilisation, qui soit suffisamment focalisé sur les connaissances stratégiques, qui soit suffisamment partagé? Quelles pratiques, quels outils choisir, pour quels usages? Voilà ce qu'ensemble nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour répondre à ces questions, pour comprendre cette problématique, nous avons rassemblé Pierre Moyen, qui est architecte d'écosystème, architecte d'entreprise, fondateur de plusieurs sociétés de conseil, de l'écosystème Open People Factory, créateur de la chaîne Reliance et Résilience. Pascal Negro, architecte d'entreprise, enseignant à l'EXED de Centrale Supélec, après une grosse expérience de recherche d'ingénierie, entre autres chez EDF et IBM. Jean-Louis Hermine, chercheur en mathématiques, intelligence artificielle, sciences du management, professeur émérite à l'Institut Mines Télécom, consultant expert en knowledge management, avec qui nous avons réalisé 2 interviews déjà pour la chaîne Reliance et Résilience. Et puis moi, Gaëlle Brunto, je fais du coaching d'organisation, du coaching d'équipe, du conseil en management. Et j'accompagne assez souvent des équipes aussi sur des problématiques où la transversalité et l'intelligence émotionnelle sont utiles et nécessaires. Alors aujourd'hui, on va commencer par voir finalement quelles sont les approches, les approches un peu techniques de knowledge management. En fait, qu'est-ce qui sert à quoi? On va essayer d'avoir déjà une première vision globale, puisque comme on le disait tout à l'heure, souvent, en fait, dans les entreprises, on va s'attacher à un petit bout de l'histoire. Donc, Jean-Louis, veux-tu nous faire partager cette vision globale pour qu'on parte d'un schéma partagé et compréhensible pour tous? OK, très bien, merci. Je vais reprendre pour le fil de mon discours là, le schéma que j'ai donné, à la fin de mon dernier ma dernière intervention chez vous, qui va regrouper en fait différentes approches techniques, qui sont, à la fois nécessaires, peut-être pas suffisantes, mais pour, bien faire de la gestion des connaissances. Donc je vais aller très rapidement, hein, il y a 5 rubriques. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la capitalisation des connaissances et qui est en fait pouvoir stocker et mettre à disposition des connaissances pour les utilisateurs, donc préserver ces connaissances. Alors quand je dis connaissances, ce ne c'est pas de l'information. C'est-à-dire que les capitalisations d'informations, ça on sait le faire, mais les capitalisations de connaissances, ça demande beaucoup plus d'efforts parce que, comme je l'expliquais dans mes exposés, la connaissance, ce n'est pas que de l'information, c'est aussi de l'information qui prend du sens dans un contexte. Donc, est-ce que les outils qu'on a peuvent donner du sens aux informations qu'on a dans l'entreprise? Donc, les cartes conceptuelles, le web sémantique et toutes les technologies d'ingénierie des connaissances et les outils d'ingénierie des connaissances font partie de cette approche technique. Alors, la deuxième approche technique, hein, c'est le knowledge sharing, le partage de connaissances, parce que c'est bien joli de capitaliser, mais il faut pouvoir partager. Et là, il y a des outils, bien sûr, de communication. On en connaît beaucoup. Mais par contre, est-ce que ces outils de communication sont des communications d'information, encore une fois, ou des outils de partage de connaissances? Alors, il faut voir que dans ces outils, il manque beaucoup de composantes humaines parce que le partage, c'est quelque chose de social. Donc, on a des réseaux sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais on se demande ce que les gens partagent. On a des communautés de pratique, des communautés d'intérêt, des groupes de travail, des outils de dissémination de toutes sortes. Mais il faut s'assurer que ce sont bien non pas des informations, mais des connaissances qui sont partagées de cette manière. Ensuite, il y a une troisième rubrique qui est celui de l'apprentissage, de ce qu'on appelle l'organizational learning, l'apprentissage organisationnel, où il faut mettre en place des outils qui permettent de disons, de prendre des leçons, ce qu'on appelle des leçons apprises, hein, lessons learned, tout ce qui est apprentissage organisationnel, formation, e-learning, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des outils de ce type-là, mais est-ce qu'ils sont bien organisés
pour partager des connaissances. Ensuite, bien sûr, il y a la rubrique Knowledge Creation, c'est-à-dire comment créer des nouvelles connaissances à partir de tout ce qu'on a mis en place en capitalisation, en apprentissage, en partage, etc. Alors donc, il y a des outils de style ce qu'on appelle KDD, Knowledge Discovery from Data. Alors, c'est très à la mode actuellement avec l'intelligence artificielle, mais le deep learning et puis les outils d'innovation comme les outils, par exemple, de la méthode TRIZ dans l'industrie, des outils de veille technologique qui permettent de faire ressortir à partir d'un océan d'informations des nouvelles connaissances utiles pour l'entreprise. Voilà, ça c'est la 4e rubrique. Et puis une dernière rubrique, alors je ne sais pas si c'est vraiment une approche technologique, mais il y a quand même tout ce qui est évaluation du capital de connaissances, parce qu'il faut bien faire ressortir que tous ces processus qu'on va mettre en place, capitalisation, partage, apprentissage, création, sont faits pour faire évoluer et donner de la valeur au patrimoine de connaissances. Donc, c'est des tas d'outils d'analyse de criticité, par exemple, des outils d'alignement stratégique de nos outils de gestion de connaissances avec la stratégie de l'entreprise, des outils d'évaluation du capital intangible, du capital immatériel, il y en existe pas mal. Voilà, donc ce sont en gros ces 5 approches technologiques qui, bien gérées, bien organisées ensemble, et ça c'est un vrai problème, peuvent donner disons, une sorte de référentiel technologique pour le knowledge management. J'espère que j'ai été clair dans de ce survol très rapide. Oui, extrêmement clair et je pense que ça va aider, beaucoup de nos auditeurs, pour comprendre justement ces différentes approches et puis comment est-ce on peut les relier intelligemment ensemble. Parce que c'est effectivement, comme tu le dis, il y a pas mal de problèmes dans ce champ-là. Pascal, veux-tu nous expliquer maintenant, en fait, les outils qui sont associés à ces différentes approches? Et puis, peut-être avec un petit focus après sur la question sémantique et ontologique. OK. Donc, Jean-Louis a abordé ces cinq types de techniques liées à une approche de gestion globale de la connaissance dans l'entreprise. De ces techniques, on peut retenir plusieurs choses. La première, c'est que il est nécessaire pour que la connaissance existe dans l'entreprise que les gens interagissent. Pour interagir, on dispose d'outils aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je vais les mettre de côté parce que ce ne sont absolument pas des supports de connaissances a priori. Il faut vraiment les structurer, les organiser pour que effectivement ce soit des supports de communication de connaissances entre individus dans l'entreprise. Il y a les outils de collaboration qui sont souvent le support aux communautés de pratique qui, s'ils sont structurés, et c'est plus facile de les structurer, permettent effectivement de progressivement classifier des connaissances pour après les utiliser, on verra par la suite. Il y a les outils de partage de ces connaissances qui sont souvent attachés aux outils support des communautés de pratique qui, de même, si on les structure, vont permettre de diffuser la connaissance de façon structurée dans l'entreprise. Un outil particulier parmi ceux-là, un type d'outil particulier parmi ceux-là, c'est le wiki. Le wiki offre la possibilité de structurer réellement le contenu qui est d'une part exposé, mais autrement dit capturé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut naviguer dans une connaissance plutôt tacite a priori pour l'organiser progressivement de page en page, de lien en lien, de telle sorte que le lecteur de ce wiki arrivera à capter de la connaissance, assimiler de la connaissance produite dans ce wiki. Je passe sur les outils de e-learning dans la mesure où les outils de e-learning, s'ils sont réellement bien faits, ils ont pour but d'enseigner ou de donner le moyen d'acquérir pour l'utilisateur
des connaissances spécifiques sur un domaine donné. Et quand on dit des connaissances spécifiques sur un domaine donné, le contenu est certainement structuré de telle sorte que la connaissance qui est transmise par ce e-learning est à la fois adaptée à la compréhension et à l'assimilation des utilisateurs, souvent associée avec des exercices ou des cas d'usage que l'utilisateur va pouvoir mettre en œuvre de façon à valider son assimilation de cette connaissance, son intériorisation de cette connaissance et la mise en pratique future. Enfin, Jean-Louis a abordé aussi les outils qui sont plutôt des outils qui aident à progressivement structurer un ensemble d'idées dans l'entreprise. Entre autres, ce sont les mind maps qui permettent de mettre en évidence des concepts qui sont partagés par des utilisateurs dans l'entreprise, des acteurs dans l'entreprise, et les liens qui peuvent être instanciés entre ces concepts. Donc ça, c'est la première étape d'une ingénierie des connaissances qui tend progressivement vers la construction de réseaux sémantiques. Un réseau sémantique, c'est un ensemble de concepts, de liens et de propriétés et de règles qui décrit en fait les connaissances d'un domaine particulier dans l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, la recherche, la production, la comptabilité, etc. Voire l'architecture d'entreprise. Ce réseau sémantique peut se nourrir de la première étape qui a été réalisée avec un mind map pour retrouver parmi tous ces termes qui sont dans la mind map ceux qui préexistent déjà dans un environnement de gestion de connaissances mondial, accessible, de façon à ne pas s'éloigner en fait de concepts qui sont communément reconnus comme correctement définis, correctement liés entre eux, etc. Ce qui va permettre donc de créer une forme d'interopérabilité à la fois dans l'interne de l'entreprise, entre les diverses tours d'action de l'entreprise, mais aussi entre entreprises, dans un même secteur, voire dans des secteurs différents. Donc ces outils de construction progressive du sens que l'on donne aux informations sont des outils qui existent aujourd'hui. Le plus connu étant, là je vais citer réellement un outil qui s'appelle Protéger. Il permet de reprendre ce que l'on a pu imaginer avec un mind map dans une hiérarchie, dans un premier temps, dans une hiérarchie de termes, de concepts, et puis ensuite de lier ces termes entre eux, à la fois de façon explicite en indiquant quels sont les liens qui existent entre ces concepts, mais aussi sous forme de règles, sous forme d'axiomes qui gouvernent finalement la vie de ce réseau de concepts et de leurs instances. Par la suite, on peut envisager d'utiliser ce réseau de concepts comme étant la source d'un graphe de données qui plonge dans les instances de données de l'entreprise et permet d'assurer, sur la base de cette structure sémantique et des axiomes règles qui ont été prédéfinis, d'assurer le bon usage des connaissances qui sont réalisées par, d'une part, la description des concepts relations propriétés et l'instanciation de ces concepts dans une base de données, par exemple, qui pourrait être une base de données quelconque, le meilleur type de base de données étant évidemment une base de graphes. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Pascal. Alors justement, puisqu'on parle d'usage, Pierre, quels usages, comment est-ce qu'on exploite, comment est-ce qu'on archive tout ça, comment est-ce que débrouille pour que cette structure, elle soit toujours à jour, en phase avec les évolutions, les innovations? Donc moi, ce que je veux parler, c'est de la partie, je ne suis pas un grand expert des ontologies comme Pascal,
hein. Et donc, à côté de la partie donner du sens, moi, je voulais dire 2 mots sur la partie exploiter le sens et les usages, parce que mon constat est que on part souvent d'un super cahier des charges, je vois de superbes thèses et tout, et puis quand je vois la mise en pratique et les solutions qui sont mises en place dans l'entreprise, je vois un énorme décalage et on en est à construire des usines à gaz. Donc, je voulais donner modestement quelques petits messages là-dessus, parce que c'est l'exploitation et l'usage qui créent finalement la valeur. Et il existe pour moi aujourd'hui ce qu'on appelle pour le stockage, l'archivage intelligent, ce qu'on appelle des smart data hubs, qui fonctionnent en temps réel sur une base NoSQL à multidimension avec une vision 360 qui s'intègre complètement avec des partenaires de technologie sémantique. Hein, on parlait de protéger tout à l'heure, on pourrait citer Poolparty, on pourrait citer Cambridge Semantics et autres. Hein, donc, ils sont capables à la fois d'intégrer tous les formats de données hétérogènes, non structurés, semi-structurés, qui ne se causent pas entre elles, et on peut les harmoniser, les tracer, les indexer et servir ensuite acquis de droit pour en déployer les usages comme l'analytics ou l'intelligence artificielle et pouvoir raisonner. Donc, ça peut remplacer les traditionnels GED, ECM ou autres dames, voire MDM et Data Warehouse statique. Et ce sont de véritables couteaux suisses qui évitent, comme je le disais, de construire des usines à gaz avec des briques dans tous les sens. Ce qui me fait penser à la logique descriptive, T-box, théorie, terminologie, concept, d'un côté, en correspondance avec la box, des intersections fonctionnelles de l'autre. Les triplets peuvent être liés afin de former un graphe de centaines de milliards de faits et de relations. Les documents, données et triplets collaborent. Les triplets relient les données, décrivent les métadonnées et fournissent du contexte. À l'aide de ce modèle, les organisations peuvent développer des applications plus intelligentes et intégrer des données disparates plus facilement. Lorsqu'ils sont liés, les triplets forment un graphe sans hiérarchie et lisible par machine, qui peut même être utilisé pour déduire de nouveaux faits. Donc, si je résume, on peut fournir du contexte à des données et tracer leur évolution. Améliorer la recherche grâce à ces triplets, des jeux de règles au moment de la requête, et aussi appuyer sur des données géospatiales. Une publication dynamique du contenu à grande échelle, une notion de bitemporalité pour faire des recherches entre deux chronologies, pour répondre par exemple à des problèmes d'audit. L'objectif final étant de mettre en ligne concepts, méthodes et pratiques du terrain, comme nous l'enseignait en des temps anciens, mais toujours modernes, notre ami Aristote. Pouvoir les mettre en cohérence et puis la pratique pour revenir au concept, etc. Et donc, une boucle vertueuse, tu veux dire. Okay. Et est-ce que ça veut dire que, en fait, ce décalage dont tu parlais entre les cahiers des charges, les thèses et puis la mise en pratique, c'est vraiment une affaire d'outils ou c'est pas seulement une affaire d'outillage qui a été… Parce que j'imagine on peut avoir les bons outils dans le cahier des charges, donc pourquoi est-ce que ça marche si peu après? Mais moi, je pense que… Pourquoi ça marche un peu? Bon, je pense que Pascal et Jean-Louis ont leur idée sur la question, mais moi, je pense que c'est pareil, c'est la force des habitudes, ce sont les effets de mode, on est chacun dans son tuyau, et que ensuite, entre ceux qui font les cahiers des charges, les thèses, et ceux qui vont chercher les solutions, c'est pas forcément le même métier non plus, il faut travailler ensemble. Hein, et donc, chacun y va selon souvent ses habitudes. On ne peut pas tout connaître sur le marché. J'en vois des exemples dans le domaine hospitalier, par exemple. Hein, il n'y a pas que dans le nucléaire, hein, où je vois gages ou des solutions qui sont pas matures ou qui répondent pas aux problèmes qui sont posés. Donc, gros enjeu de transdisciplinarité arrive à la technique, oui, c'est pas… Pour moi, c'est pas d'un côté les métiers et puis après la technique, c'est que je pense dès le départ dans la réflexion,
c'est le fléau que je vois souvent. Il y a la maîtrise d'ouvrage, ceux qui pensent, et puis il y a la maîtrise d'œuvre, ceux qui exécutent. Mais dans la réalité, il faut que tous les deux soient au point de départ. Est-ce que Jean-Louis, Pascal, vous voulez ajouter quelque chose sur ces éléments de… Oui, vas-y. Moi, je veux bien rajouter quelque chose parce que le débat là, enfin la discussion qu'on a, elle est typique de ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, il y a un pôle très technologique où on va partir de l'information, on va essayer d'y rajouter du sens, on va, avec encore une surcouche technique, on va prendre des données, on va faire de l'intelligence artificielle et du deep learning pour essayer d'extraire des connaissances. Donc, il y a une approche technologique en disant, voilà, il faut améliorer tout ce système avec des grosses difficultés techniques. Et puis, moi, en fait, ce que je préconise, c'est de dire, il faut plutôt une approche sociale, donc une approche management, une approche sociale à l'intérieur de l'entreprise qui vont amener ces outils à maturité, quoi. Donc, en fait, il y a, et ça fait maintenant presque une vingtaine d'années, qu'il y a une sorte de… Alors, justement, au début, c'était une dichotomie entre les outils informationnels et la gestion des connaissances. Et maintenant, avec l'évolution des outils vers des choses un petit peu plus intelligentes, alors on parle d'intelligence artificielle, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, des choses comme ça, avec les réseaux sémantiques, avec le web sémantique, etc. On voit qu'il y a après cette dichotomie, il y a une sorte de convergence, mais il faut faire converger cette approche sociale et managériale avec ces approches technologiques qu'on a définies tous les trois là. Voilà, c'est ça. Vas-y, Pascal. Je vais prendre un exemple. Désolé, il y a un avion qui passe. Je vais prendre un exemple particulier qui est gérer la connaissance de l'entreprise elle-même. Quand une entreprise souhaite se positionner dans un avenir, elle va d'abord observer le contexte dans lequel elle est, puis elle va définir des stratégies. La première chose qu'elle oublie, c'est dans quel état elle est. Et donc, pour savoir dans quel état elle est, cette entreprise, il faut qu'elle gère la connaissance qu'elle a d'elle-même. Pour gérer la connaissance qu'elle a d'elle-même, y compris tout son historique de stratégie, de transformation, etc., il est nécessaire de gérer cette connaissance. Et la meilleure façon de gérer cette connaissance, c'est d'utiliser les moyens qu'apportent les architectures d'entreprise. Ces architectures d'entreprise, si elles sont traduites dans un environnement accessible par tous, quel que soit son métier, et qu'elle ne sert pas exclusivement à faire le lien entre le métier et la technique, ces architectures d'entreprise vont permettre d'analyser la situation de l'entreprise, de la comparer à une situation future, de définir facilement des capacités qui manqueraient aujourd'hui ou qu'il faudrait réorganiser pour pouvoir passer cette étape vers le futur, et donc de définir des projets de transformation, des initiatives de transformation. On voit bien là que sur la base d'une représentation sémantique des architectures d'entreprise, on peut même aller jusqu'à avoir une sorte de jumeau numérique de l'entreprise si on associe à cette connaissance, cette structure de connaissance que l'on a de l'entreprise, les mesures opérationnelles que l'on peut faire en continu sur la vie de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est en devenir et telle qu'elle pourrait être dans le futur. Ouais, merci beaucoup pour ça. Et du coup, en fait, comment tu vois le rôle, enfin là, on l'imagine en t'écoutant, de l'architecte d'entreprise avec la personne qui va s'occuper du knowledge management, de toutes ces connaissances. Alors, je pense que soit c'est le même lieu, le même lieu de gestion de connaissances, c'est-à-dire que l'ingénieur de connaissances et l'architecte sont confondus en une seule structure, en une seule personne, soit ce sont deux individus ou deux organisations qui collaborent réellement entre elles pour avoir le soutien des ingénieurs de connaissances, pour aider à structurer les architectures d'entreprise et apporter du côté des architectures d'entreprise la technicité de représentation de ce que sont les process, de ce que sont
les informations, enfin les données puis les informations de ce que sont les applications, les infrastructures, etc., de telle sorte qu'à eux deux, l'ingénieur de connaissances et l'architecte d'entreprise, soit constituée cette fameuse base de connaissances de l'entreprise elle-même. Laquelle base de connaissances pouvant devenir, comme je l'ai dit, un jumeau numérique que l'entreprise pourra utiliser pour suivre de façon numérique sa vie opérationnelle ou pour projeter dans l'avenir un devenir de l'entreprise grâce à ce jumeau numérique. Ok, merci beaucoup Pascal. Est-ce qu'à cette question, Jean-Louis, Pierre, vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que ça vous donne une envie de rebondir sur un des éléments? Moi, j'ai toujours dit que le Oui. knowledge manager, en fait, il doit travailler avec tout le monde, hein, et notamment, s'il y a un architecte d'entreprise, c'est effectivement un partenariat qui doit être privilégié par rapport à ça. Ouais, donc il y a un vrai enjeu, hein, sur ces projets, que chacun puisse vraiment prendre sa place déjà, se sentir, légitime, travailler avec les autres, sortir de ses silos, des habitudes comme vous le disiez. C'est pour ça aussi que souvent on intervient comme ça à plusieurs sur ces projets parce que il s'agit de voir aussi, de vérifier que finalement les bonnes personnes sont sollicitées au bon moment, au bon endroit pour les bonnes raisons et ça se discerne un peu au fil de l'eau aussi, dans le projet en lui-même pour qu'il aboutisse en fait. Donc on l'a vu, hein, sur d'autres aspects, de permettre à chacun d'arriver à bosser avec les autres. Souvent, c'est parfois ce qu'on voit aussi, c'est que finalement les gens parlent a priori de la même chose, mais finalement ils mettent pas les mêmes mots derrière, ou alors ils Absolument. utilisent des mots différents, mais finalement ils veulent dire la même Oui. chose. Donc il y a un vrai enjeu de traduction aussi, hein, qu'on voit souvent. Donc il y a à la fois la côté capacité à coopérer, à sortir de sa vision du monde, à entendre celle des autres, à se comprendre et puis à faire un vrai travail de traduction et d'interface pour que tout le monde puisse coopérer de manière intelligente. Vous avez vu des projets dont vous avez envie de parler, qui ont spécialement bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en exergue, des bonnes pratiques pour finir cet entretien? Alors moi, j'avais donné déjà un premier, Oui. un premier exemple qui me paraissait un peu emblématique, même s'il est fini maintenant. Mmh. Et puis, effectivement, on pourrait donner pas mal d'exemples qui fonctionnent bien, mais là, je pense que c'est un autre, ça devrait être une autre partie, quoi, parce que Ouais. Ou alors sinon, on ne juste peut pour pas non conclure, plus donner oui. de nom d'entreprise, tout ça, des choses comme Oui, ça. oui. Juste Oui, pour conclure, en fait, un conseil que vous donniez. Imaginez que là, on a voilà, des gens nous écoutent, ils disent: «Ah, il faut vraiment que je parte intelligemment dans cette histoire». Ah, c'est quoi le premier conseil, première chose à faire? Jean-Louis, Pascal, Pierre? Alors moi, j'ai deux conseils. D'abord, Mmh. commencer tout petit, ouais, voilà, Mmh. voilà, à exactement. commencer par des projets pilotes, mais avec des grandes chances d'y arriver, pour avoir Mmh. tout de suite un succès qui va entraîner le reste. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est surtout cette collaboration avec tous les entreprises, parce que sinon on va être le knowledge manager, enfin je parle en tant que knowledge Mmh. manager, le knowledge manager, il va être sujet à toutes sortes d'attaques de la part de toutes sortes de Ben oui. responsables qui vont dire: «Mais tu marches sur mes plates-bandes». Alors, on parlait des architectes d'entreprise, il y a les DSI, il y a les RH, il y a l'innovation, il y a la veille technologique et tout ça. Et donc, il faut bien s'entendre avec ces gens-là et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un poste en général à haut niveau, hein, pour pouvoir articuler tout ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que heureusement, hein, on parlait d'Aristote, mais depuis Aristote, l'homme, il fait de la gestion des connaissances, hein, sinon on serait toujours au niveau de, donc on le fait toujours. Maintenant, il faut passer à une dimension qui est industrielle et non plus artisanale ou intuitive. Et pour ça, eh ben, tout le monde doit s'y mettre. Alors moi, j'ai un deuxième Oui. conseil. J'ai même deux conseils, mais on va commencer par le premier des deux conseils, qui est que pour faciliter l'adoption d'une démarche de gestion des connaissances, d'ingénierie progressive des connaissances et de capture, puis de stockage, etc., et de diffusion, il faut utiliser des outils qui soient simples, accessibles,
sans une trop grande marche à grimper pour pouvoir les mettre en œuvre. Un exemple particulier que j'ai connu, dans une grande entreprise mondiale, il a été nécessaire d'unifier les méthodes de conduite de projet de cette entreprise. Et pour ce faire, bien évidemment, on a fait appel à des experts de gestion de projet de cette entreprise et on leur a demandé de poser sur papier dans une structure particulière de représentation et de rédaction de leurs habitudes, mais en utilisant leur outil habituel qui s'appelle un traitement de texte, de décrire leur façon de gérer les contrats, gérer les changements, gérer les ressources sur les projets, etc., etc. Le tout étant contrôlé par une structure de connaissances. Ils écrivaient dans des documents habituels qui avaient quand même un modèle de capture, mais c'était du texte libre et derrière, un outillage permettait d'extraire de cette connaissance tacite, plus ou moins structurée quand même, de la structurer dans une base de connaissances de ce qu'est finalement la gestion de projet, de façon à pouvoir analyser ce contenu et l'améliorer. Et ayant structuré ces connaissances particulières, eh bien, elles pouvaient être exposées, publiées pour l'ensemble des acteurs de cette entreprise, de telle sorte que chacun pouvait apprendre à gérer des contrats, gérer des issues, gérer des changements, gérer des entrées-sorties de ressources humaines, etc. Et d'utiliser correctement les bons templates de produits, d'artefacts qui mettent en évidence les progrès d'un projet, par exemple. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Effectivement, l'idée, c'est de démarrer petit et de grossir progressivement, mais il ne faut surtout pas mettre la marche très haute. C'est-à-dire que commencer en disant je vais créer une ontologie de mon entreprise ou je vais créer une ontologie du domaine des ressources humaines, ou etc., c'est tout de suite faire appel à une technicité particulière. Et donc là, on va se trouver dans une situation où les acteurs de cette fonction auront du mal à se retrouver. Ils auront du mal à s'exprimer face à une structure de capture de connaissances qui est totalement inhabituelle pour eux. J'en reviens donc à l'idée d'utiliser les outils habituels des gens le plus possible, de telle sorte que ce qui se passe dans l'arrière-salle profite de ce qui a été aisément capturé pour structurer effectivement cette connaissance. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Pierre, tu peux ajouter quelque chose? Non, pour le moment, non, là. Ok. Mais je vous remercie tous les trois. Merci infiniment pour vos explications, vos partages d'expériences, de savoir-faire. Et puis, grand merci à nos éditeurs et une bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.